Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, puis tu t'accroches à ce que tu peux. Perdu ma bière! Qui voit du bon stock. Puis, t'as-tu quelque chose d'excitant à nous raconter cette semaine, Tony? Quand même, je pense que ça va sortir de l'ordinaire, mais c'est juste un addon. Dave va trouver ça drôle. Je pense que c'est pas son genre de film, là, mais ça a donné une... Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ça le but, je pense, de l'émission, de dire genre, tu sais, on écoute pas des affaires pour le podcast. C'est que peu importe ce qu'on va faire dans notre vie, c'est sûr que dans ta semaine, tu vas écouter quelque chose. Fait que c'est ça le but, c'est de parler de ce que tu as écouté comme par défaut, tu sais. Oui, c'est ça. Puis moi, souvent, pour de vrai, j'écoute tout le temps des affaires, mais ça passe d'un truc à l'autre. Ouais, c'est ça. Passer d'un film. Tu commences. Hollywood sci-fi. Non, c'est pas commencé. Non, c'est pas commencé. Où c'est commencé? Où est-ce que ça serait-tu commencé? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Y a-t-il d'autres vies dans l'univers? Je pense donc je suis. L'allégorie de la caverne. Platon. Un moment donné, ça va juste être Tony qui va l'animer tout seul, ce podcast-là, puis qui va nous parler de philosophie. Le vieux barde. Le vieux barde. Bienvenue au balado philo. Philo-lado. Alright. Puis toi, Dave, t'as-tu quelque chose d'excitant à nous conter cette semaine? Ah, on verra. On verra, OK. Alors, on commence. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Max Power. Oh yeah, Max Power. Oh, c'est les 3 lascars de Max Power qui vous parlent. Alors, on est à notre deuxième épisode de Max Power, ce podcast qui est fait pour les Patreons de Henri pis sa gang, le podcast, mais qui va être éventuellement release au public pour votre bonheur. Fait que si vous êtes en train d'écouter ça sur YouTube ou ailleurs, ben on vous salue aussi. Venez nous rejoindre sur Patreon, c'est là que ça se passe. Oh yeah. Alors, Max Power, c'est un podcast, c'est un magazine culturel. C'est un podcast où on parle de ce qu'on a regardé chacun de notre côté. Le but, c'est vraiment, tu sais, le podcast, Henri pis sa gang, le podcast, c'est un podcast qui nous demande quand même beaucoup de travail à moi pis Dave, tu sais, ça paraît pas, là, mais c'est assez demandant. Fait moi, en tout cas, de mon bord, je sentais qu'on laissait un peu aller les Patreons, on les laissait tomber un peu des fois parce on n'avait pas assez de contenu à leur partager, fait que on a trouvé cette idée-là de dire que genre... T'sais, c'est à peu près certain que chacun de notre côté, on va écouter un film ou une série ou un disque dans la semaine, sans but précis, genre. Fait que on se rassemble pour en parler, puis c'est ça, Max Power. Fait que je voudrais souhaiter la bienvenue à mon co-animateur habituel, Dave. Salut les trous de cul! Et le dernier et non le moindre, Tony Boy. Salut les cinéphiles. Oh! Fait que, qui veut starter ça aujourd'hui? Ben, peu importe. Moi, je laisserais Dave. Ben, OK. Je peux y aller, les gars. Cette semaine encore, je vais vous surprendre. J'ai écouté des affaires, là, comme tout le monde, un peu sur Internet, sur les plateformes de streaming. Sur la toile? Sur la toile, exact. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. C'est pas quelque chose qui s'écoute. Ben, ça s'écoute, sauf que c'est pas quelque chose qui est très conventionnel. C'est que moi, durant la semaine, en fait, j'ai été acheter le jeu Diablo 1 sur Good Old Game. Là, je voulais vous faire un genre de compte-rendu comme si les cinématiques dans Diablo 1, c'était un vidéo, genre, comme si c'était un film. Un film, OK. Fait que tu veux nous parler de l'histoire du jeu du Diablo 1, genre? Exact. Par la bande un petit peu, parce que là, si je fais juste vous parler des dites cinématiques,
vous avez trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de chair après le bone, comme on pourrait Non, dire. contrairement à Diablo 2. Non, c'est ça, parce qu'effectivement, dans Diablo 2, il y a plus de cinématiques, quoique comparé à des jeux actuels, il y en a quand même relativement peu. Fait que, juste pour vous situer un petit peu, puis là, écoute, il va y avoir des éléments dans ce que je vous dis, que mettons que tu joues à Diablo 1 puis tu le passes, tu saisiras probablement pas tout qu'est-ce qui est là. C'est normal, là, il y a du monde, genre, que j'ai lu des affaires que des gens avec qui ont beaucoup plus de temps libre que quelqu'un devrait probablement en avoir. Ils ont fait des recherches, puis il y a comme un gros lore de Diablo, mais je pense pas qu'à cette époque-là, c'était tout instauré comme ça. Fait que bref. Puis c'était pas nécessairement des informations qui étaient disponibles de même à portée de main, là, tu sais, je veux dire... Ben écoute, c'est ça, je sais pas, tu sais, dans le temps, moi, j'avais Diablo 1, le jeu originel, je l'avais, sauf que je me souviens pas, tu sais, si... de mon souvenir, je me rappelle pas qu'il y avait un livret dans la version que j'avais. Tu sais, il devait avoir un livret dans le genre de la pochette de CD, mais comme, tu sais, des fois, il y a un gros manuel avec... Mais je me souviens pas exactement... peut-être, remarque, là, c'est sûr que c'est pas du monde qui ont inventé ça, ça sort de quelque part, mais tu sais, comme il y a des précisions sur l'histoire de Diablo 1 qui vont comme sortir dans le jeu Diablo 2 puis dans le jeu Diablo 3, c'est-à-dire que comme, mettons, tu vas jouer à Diablo 3, puis là, tu vas rencontrer un personnage qui va t'expliquer de quoi qui se passait dans Diablo 1, fait que tout ça mis ensemble, tu sais, ils en sont venus avec ce qui est aujourd'hui le lore de Diablo, ce que je vais effleurer brièvement et vous raconter. Là, je Parfait, on t'écoute. Je prendrai pas. Ben, c'est ça. Ben voilà. Puis comme je vous dis, juste en partant, là, pour s'il y a des gens qui se disent « Ah, cool, j'aimerais ça, moi aussi, je vais aller jouer à Diablo 1. » Bon, ben tu sais, vas-y, je t'encourage à y aller. Sauf que tu vas voir, en l'achetant, il va avoir comme... ça va venir avec l'expansion. Joue pas à Diablo 1 straight, joue tout de suite à l'expansion. C'est ce que j'en suis venu à la conclusion de. Parce que moi, quand j'étais kid, dans le fond, j'avais pas l'expansion qui s'appelle Hellfire, qui est un peu pour Tony. Je sais que Tony, il est en terrain connu. C'est un peu comme l'équivalent de Lord of Destruction. Tu sais, quand tu joues à Diablo 2, tu joues pas juste à Diablo 2, pas d'expansion, pas d'acte 5. Là. Non, tu veux jouer. Voilà. Fait que bref, tout ça, pour faire une histoire courte, là, dans le fond, il y a 3 suprêmes démons de l'enfer qui ont été bannis de l'enfer puis qui sont emprisonnés dans des genres de pierres, des Soul Stones qu'ils appellent. Fait que ces 3 genres de démons-là, il y en a un qui s'appelle Mephisto, l'autre qui s'appelle Baal, puis l'autre qui s'appelle Diablo. Puis là, l'histoire de Diablo 1 prend place dans une ville qui s'appelle Tristram. Cette ville-là, dans cette ville-là, il y a une genre de chapelle qui a été, de chapelle mausolée, je sais pas, cathédrale, qui a été construite, puis qui sert de genre de prison pour la pierre de Diablo, dans le fond, qui est comme caché dans le fin fond des labyrinthes, des sous-sols de cette genre de cathédrale-là, dans le fond. Fait que, ultimement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un genre de dude qui s'appelle Lazare. Lui, c'est lui qui était supposé de garder genre la pierre du genre de frère de Diablo, Mephisto. Fait que là, lui, un moment donné, il en est venu à se faire corrompre par cette pierre-là. Puis là, lui, il est le conseiller d'un roi qui s'appelle Léoric, que lui, c'est le roi, genre, dans le fond, qui gouverne à Tristram. Puis là, bref, Diablo, qui est caché dans le fond des labyrinthes, il se réveille aussi dans le même genre de temps que Mephisto, j'imagine, il possède Lazare. Puis lui, le but de Diablo, c'est de se trouver un autre humain pour pouvoir revenir sur Terre. Puis il essaye de posséder Léoric, qui est le roi, mais il n'y arrive pas. Mais il réussit juste comme à le rendre capoté dans la tête, je dirais, un peu fou. Fait que dans le fond, après ça, Lazare, que lui, on se rappellera, qui est de mèche avec le frère à Diablo, Mephisto, il est comme le conseiller de Léoric qui est devenu fou, fait qu'il pousse à faire des genres de guerres comme un peu inutiles, puis à
à s'occuper inutilement puis à détourner son attention. Pendant ce temps, notre comparse Lazare kidnappe le fils de Léoric, puis là, il l'emmène dans le labyrinthe, dans le fond. Fait que dans les vers Diablo, en fait. Vers la Soul Stone, vers la pierre de Diablo. Fait que là, genre, quand que Léoric se rend compte de ça, pas plus fou qu'un autre, devient en beau Christ. Fait que là, il devient encore plus capoté. Fait il fait des affaires de fou. Genre, mettons, il fait exécuter sa femme. Puis il est perd encore la plein boule. de tabarnak. Il perd la boule, voilà. Merci de me... Merci. Fait que après ça, tout ça pour dire... C'est le gars, aussi il se excitant qu'un soap américain. Hein? Ah, je te dis. Puis là, tout ça se passe. Là, d'une des genres de guerre un peu futile qu'il est en train de mener, un de ses généraux revient. Puis là, il finit par tuer Léoric. Fait que là, Léoric meurt. Là, ça va pas bien. Fait que là, il reste Lazare. Là, il piège, dans le fond, les villageois, puis il leur dit « Venez-vous-en, on va aller délivrer le fils du roi, là, il est pogné en bas, puis tout. » Sauf que là, c'est un piège, comme j'ai si bien vendu la mèche. Puis là, il emmène tous les genres de villageois se faire mutiler par un démon qui s'appelle le boucher, de Butcher. Fait que là, c'est à peu près dans cette situation-là que le jeu Diablo 1 commence. Tout arrive, puis là, t'es comme, OK, là, tu parles au monde dans la ville, puis là, ils sont comme, il y a un genre de démon, puis tout, etc., blablabla. Fait que là, tu fais ton chemin, tu fais ton petit bout de chemin dans le monde de Diablo. Pour finalement, ton but, c'est d'aller tuer Diablo à la fin, dans le fond. Fait que là, je peux commencer à vous parler un peu des cinématiques, là, dans le fond. Il y en a pas beaucoup, en fait. Là, il y en a genre 2 ou 3. Tout ce que tu viens de compter, c'était pré-cinématique. Fait que ça, c'est... Exact. Ça vient quoi du contexte? Du petit livre, genre, mais de ce que tu disais que t'avais pas à l'époque, mais de ce que, genre... Exact, c'est ça. Exact. Parce que quand tu commences le jeu, t'es comme... Tu te promènes dans le genre de ville, puis là, à la porte de la cathédrale, il y a un genre de villageois à moitié mort que tu y parles. Puis là, il est là, c'était terrible, là, on était dans les donjons, puis là, on s'est fait mutiler par un démon qui s'appelle le boucher. Puis là, ça, c'est comme ta première quest du jeu, ultimement. Mais là, tu sais, c'était bien important que je vous parle de Lazare puis Léoric, là, oui, pour mettre tout ça en contexte. Fait que voilà, quand tu mettais le disque, t'avais déjà une première cinématique qui jouait. Puis c'est comme... Ça dit comme pas grand-chose. Tu sais, t'as le logo de Blizzard au début, qui est la compagnie qui a fait le jeu. Là, tu vois une genre d'épée qui a de l'air piqué comme sur une montagne de cadavres ou je sais pas trop. Puis c'est entrecoupé de plans, genre de bâtiments qui sont tous délabrés, puis... genre, qui sont tous maganés, dans le fond. Un corbeau qui vole. Oups, là, le corbeau, il est posé sur un cadavre, puis il mange l'œil d'un cadavre. Là, il sort l'œil, puis tout. C'est complètement désaxé. Puis je me rappelle que quand j'étais ado, j'écoutais ça. Puis à cette heure que j'y repense, c'est vrai que c'était quand même hard pour un jeu. Là. Sûrement qu'à cette heure... je sais pas si c'était-tu 16 ans, ça devait être 16 ans. Ben, sûrement, là, mais c'est comme les jeux, c'était rarement réglementé par les parents parce qu'ils devaient pas savoir comment ça marchait, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis toute cette cinématique-là que je vous parle, on dirait presque plus que ça pourrait être Resident Evil que Diablo, là, ça n'a pas de bon sens, là. Fait que là, à un moment donné, tu vois un genre de guerrier avec une armure puis un épée qui rentre dans un des bâtiments, puis là, il y a un cadavre à terre. Puis comme je dis, là, ça pourrait être Resident Evil 4, là, à part que c'est comme une épée puis des armures, là. Fait que là aussi, tu vois un genre de plan d'un arbre mort après lequel il y a 3 dudes qui sont pendus. Là, c'est full grim puis hard. Là aussi, il y a un tombeau qui se rouvre. Puis là, il y a de la genre de musique qui commence à arriver, de le suspense. Tu vois toutes sortes de démons. Là, tu vois le genre de guerrier qui se bat, là, dans le fond. Puis là, tu vois des chemins, des chemins de labyrinthe. Puis tout. Puis là, c'est l'ouverture. Là. Ça, c'était une des genre 2,5 cinématiques qu'il y a dans le jeu. Fait que voilà. Puis, il y en a une genre de deuxième qui dure 2 secondes. Puis que si vous la voyez sur YouTube, là, vous allez voir le son, c'est genre fort à mort. Là.
Puis là, on voit genre Lazare qui est comme en train de faire un genre de rituel. Puis là, bref, ça, c'est la deuxième, ce que je viens de vous dire. Puis la troisième, c'est la finale de quand que tu finis le jeu. Puis là, spoiler alert, mais c'est quand même un jeu de 1997. Là. J'imagine que le monde qui a eu le goût de le faire, ils l'ont fait avant que je leur gâche la surprise. Sinon, c'est leur faute. Ah, c'est ça, gang de trous de cul. Fait que la finale, tu sais, dans le fond, tu finis par tuer Diablo. Puis là, bon, le cadavre de Diablo, il est à terre. Puis là, le guerrier, moi, en fait, ultimement, le Diablo, tu pouvais choisir dans Diablo 1 3 classes de bonhomme. Il y avait le guerrier qui est comme une espèce de paladin, un gars avec une épée. Tu vas prendre une fille qui tire des flèches, dans le fond, une genre de... Ce qui est l'équivalent d'une Amazon, mais ça s'appelait une rogue. Puis tu pouvais prendre un sorcier dans le Diablo 1. Fait que moi, je l'avais fait avec le genre de paladin. Fait que quand tu finis par tuer Diablo, là, il meurt, blablabla. Là, le cadavre est à terre, puis là, le guerrier, il sort un genre de couteau de chasse qu'il a après sa ceinture, qu'on n'a d'ailleurs jamais utilisé tout le jeu, soit dit en passant. Puis là, il sort ça. Puis là, il décroche comme le genre de... Parce que là, Diablo, il y avait un genre de gros diamant qui était comme piqué dans son front, qui est la genre de pierre de Diablo, apparemment. Puis là, il décroche ça, puis là, c'est comme un esti de longue pierre pointue en mort. Puis là, quand il l'enlève, là, le genre de cadavre, il se met comme à genre, se transformer, décomposer, je sais pas trop, jusqu'à ce que là, tu vois finalement l'hôte de Diablo, c'était effectivement le fils de Léoric avec un gros trou dans son front. Le kid, il est mort, là, de toute façon. Mm-hmm. Il y a un gros crisse de trou dans le front. Puis là, la dernière affaire que tu vois du jeu, c'est comme en POV, comme si toi, t'étais le guerrier. Tu vois tes genres de mains avec la pierre que t'as dans les mains. Puis là, tu te la auto-crisses d'en face toi-même. Puis tu deviens comme l'hôte de Diablo. Puis là, ça met en scène Diablo 2. Oh. Exact. Ouais, c'est deep. Ça me donne le goût en crise de rejouer, man. moi, je suis là, je suis full comme inconnu à tout ça. Là, puis genre, j'entends Tony, il est comme « Ah, c'est vrai tout ce qu'il dit. » je suis fucking excité de rejouer. Puis Tony, je veux juste en terminant, puis moi, ça, je le savais pas, là, mais en terminant comme du 1 au 2, ultimement, comme je dis, le genre de paladin que tu joues puis que tu fais la quest avec, il va devenir Diablo dans Diablo 2. Ça va être lui, le Dark Wanderer. Puis, si tu avais décidé de jouer la Rogue dans Diablo 1, bon, mais la Rogue, apparemment, elle devient Blood Raven dans Diablo 2. Oh my God. Puis si tu avais choisi de jouer le sorcier, ça devient le Summoner dans Arcane. C'est bon. C'est fucked up, hein? Ah ouais, bizarre, ils ont assuré avec cette série-là, sérieux. Ouais. Fait que, écoute, ceux qui trouvent que c'est une affaire de Donjon Dragon, désolé, man. Ah non, puis c'est bon, dans le 1, plus tu descends, plus c'est dark, les murs avec les os, puis tout, c'est mal. Ah ouais, c'est ça. Le 1, il est quand même fucked up. Est-ce que j'ai rêvé où ça existe comme une version de Diablo 2, mais genre au 64? Genre une poche adaptation qui a pas full marché, genre? Je pense que t'as rêvé parce qu'il existe comme le 1, le 2, le 3, il est sorti au PS3 puis au 360. Il y a du monde qui ont bien trippé sur le 3. Moi, personnellement, comme je pense à la majorité du monde, je trouve que le 2 est meilleur comme que le 3, ultimement. Ouais, parce qu'il est fait. Mais ça se peut-tu que Dave, parce que déjà tu te trompes avec la pochette de Doom, il y avait un genre de Diablo dessus. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un Doom 64, ouais, c'est vrai. C'est ça, je vois, et je pense que c'est ça, c'est sorti sur PlayStation, puis sur Sega Saturn, mais pas sur Nintendo. Puis, spoilers, ils vont faire un Diablo 2 remaster qui va sortir sur toutes les consoles, dont la Switch, en HD. Ah, j'ai déjà vu tantôt. Ouais, j'ai déjà vu tantôt le genre de trailer, là, ça disait 2021, Go Back to Hell, c'est trop bon. C'est bon, hein? Les graphiques sont comme plus beaux. Je suis comme mi-figue, mi-raisin, je ne sais pas encore si je préfère... je sais pas encore, je suis game de l'essayer, par exemple, là, effectivement. Puis juste le fait que ça soit porté sur la Switch, c'est quand même fucked up, effectivement. Là, ça, c'est assez comme pour que... C'est un assez bon argument pour que les graphiques, ça dérange pas tant, ultimement. Mais là, Dave, dis-nous donc, là. Ça semblait quand même beaucoup de préparation, ce que tu viens de nous raconter, là. Ouais. Quand même, là. Il y avait beaucoup de name dropping. D'après moi, tu t'es pris des notes, là.
Ah, j'ai un petit peu de note, ouais. OK, c'est correct. Pour ce coup-là, je vais te laisser aller. J'espère que j'ai fini de toute façon. OK. OK, ben je vais enchaîner parce que je pense Tony, il y a quelque chose d'un peu champ gauche, fait qu'on va le garder pour la fin. Fait que si je me trompe, non, Tony? Non, c'est assez champ gauche, oui. All right. Fait que moi, je vais enchaîner. Alors, moi, cette semaine, j'ai encore un two-parter. J'ai une introduction à ma chronique de cette semaine. J'ai commencé par écouter, ça fait déjà quelques semaines de ça, j'ai réécouté No Country for Old Men et je crois que c'était la deuxième fois de ma vie que je le voyais. Je pense que je l'avais vu au cinéma, puis je pense pas que je l'avais je pense pas que je l'avais réécté depuis. Fait que je le savais que c'était grandiose. J'ai encore fucking trippé. C'est magistral. Puis je pense que une de mes scènes préférées, qui est dans le fond quelque chose de typiquement comme Frank Cohen, puis qui est comme pour ben du monde, mettons, qui serait pas nécessairement habitué à leur film, ferait genre what the fuck, tu sais. C'est la scène où un mané, genre, tu sais, il y a comme une scène dans l'histoire qui est complètement manquante, là. Un mané comme. Il y a comme une transition, puis après ça, la transition arrive que là, Tommy Lee Jones y arrive, puis le personnage principal du film, il est mort, puis tu l'as pas vu se faire tuer, puis ça finit en genre fucking fusillade, les Mexicains se sauvent, puis genre t'es comme ok, what the fuck, j'ai manqué une scène complète, puis il t'en montre jamais, genre. Fait que c'est quand même fucked up de dire, genre, tu sais, comme quelque chose qui serait comme crucial à l'histoire, ben eux autres, ils ont décidé de pas te le montrer, genre, puis that's it, c'est ça, tu sais. Fait que non, j'ai bien aimé cette scène-là. Puis dans le fond, tout ça. Ah, mais tu sais, c'est. Ouais. Effectivement, je veux pas te couper, mais allons-y. Mais t'as effectivement raison, mais c'est pas nécessairement de quoi qui est. C'est de quoi qu'en tout cas, nous, je pense que je peux parler pour au moins nous trois, qu'on a vu comme quand même, qu'on est habitué à ce genre de concept-là. C'est l'effet, je pourrais dire, Réservoir Dog, là, on voit pas la chose comme. Ouais. Mais en fait, c'est quasiment moins important dans No Country for Old Men parce que dans Réservoir Dog, tu sais, on dirait que tout le film, finalement, tourne sur ce qu'on n'a pas vu, en fait. Là. Ouais, mais en même temps, comme c'est le personnage que tu as suivi depuis le début, qui est comme supposé d'être ton héros, il meurt avant la fin du film, puis tu vois aucunement, tu sais, comme tu finis par comme comprendre, tu sais, je sais même pas si c'est Anton ou c'est les Mexicains qui l'ont tué, c'est comme pas clair, genre, tu sais, c'est juste comme Tommy Lee Jones y arrive, puis là c'est un hostie de mess, puis c'est comme that's it, il est arrivé trop tard, genre, puis ah, c'est ça. Ouais. Les Frank Cohen devaient être bien contents justement de faire ce petit côté fucked up là où t'es pas sûr de comment ça finit. Puis c'est pas comme si dans le film il y avait comme plein de sauts de temps. Là. C'est le seul saut de temps qu'il y a vraiment. Puis c'est comme genre on dirait que c'est comme un va chier là, de genre tu sais non on te montrera pas. Nous autres on skip tout de suite à l'histoire. Là. Puis là je me demande si parce que c'est basé sur un livre, puis ça a l'air que le livre est assez proche. Il y a pas beaucoup de différence. Puis comme les Coen ils tenaient vraiment à comme faire une adaptation comme propre du film, genre, fait que je sais pas si dans le livre ou si ça skip, là, mais parce que ça, c'est effectivement, je pense que ça peut être quelque chose de très, dans la littérature, là, d'un chapitre à l'autre, t'as un saut de temps, puis t'as des affaires que, tu vas avoir un paragraphe qui va te dire ce qui s'est passé, puis que t'es comme, ok, ben là, that's it, faut que t'acceptes que t'es rendu là, tu sais. Mais tout ça pour dire, dans le fond, que ça m'a comme donné comme le goût de continuer à consommer du Coen, mais dans le fond, j'étais allé ailleurs, je me suis reclaqué Fargo, la série. Série que j'avais jamais comme j'avais juste écouté la saison 1. J'avais commencé la 2 parce qu'à l'époque je téléchargeais les épisodes comme ils jouaient mettons sur FX à la TV, puis je téléchargeais les épisodes à chaque fois qu'ils sortaient une semaine à l'autre. Là, j'allais me chercher le prochain. Fait que tu sais, c'est le genre de chose qui est facile à un moment donné comme tu skips 2-3 semaines, puis là, après ça, comme t'abandonnes la série juste parce que t'es pas assez accroché ou que t'as oublié d'aller te chercher, tu sais. Fait que la saison 1, j'avais tout écouté, j'avais full trippé, et fucking magistral. Puis la 2, j'avais comme... Je pense que j'avais arrêté au deuxième épisode, puis je l'avais pas continué. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais écouter la 2, mais je vais d'abord commencer à écouter la 1. Fait que la 1, je pense que c'est ma préférée, là. C'est tellement genre... Billy Bob Thornton, il est tellement fucked up. Là. C'est genre, j'ai vu des théories sur Internet qui disent que ça serait comme l'incarnation du démon, là, tellement qu'il est genre complètement evil, genre. Puis après ça, ouais, c'est ça. Puis je trouve que, mettons, la saison 1, tu sais,
ça ressemble quand même pas mal au film Fargo. Tu sais, mettons, genre, il y a comme des histoires comme anodin, un personnage qui est comme un peu... il rentre dans un... Il se met comme dans des mensonges puis dans des d'histoires comme pas possible, mais que c'est pas son genre, tu sais, c'est hors caractère de faire ça pour lui, tu sais. Fait que ça ressemble un peu à ce que le film était, là. Ouais, puis ça se passe, tu sais, ça se passe comme dans la même ville, si je me trompe pas, puis ça, tu sais, en hiver, puis... oui, c'est ça. Il y a la fameuse meilleure plug ever au film, est dans saison 1, là, tu sais, je sais pas si tu veux en parler ou tu veux laisser... Ben, c'est ça, il y a la valise, tu parles, là, la valise qui est un élément de en fait, le gratte-fenêtre, tu sais, que Buscemi a caché là, sur le bord de la clôture dans le film. Il fait une apparition, on le voit à un moment donné. Puis l'emphase n'est pas tellement mis là-dessus, mais tu sais, tous ceux qui l'ont vu vont comme comprendre tout de suite, puis ils vont faire « Wow, man, c'est fucked up ». Dans le film, tu dis que l'emphase n'est pas mis, parce que dans la série, c'est plus important. Là. C'est comme... Ben non, mais... Ah ouais? Ben, c'est parce que dans la série, en tout cas, il y a un personnage, qui la trouve, puis à un moment de sa vie où il est comme vraiment comme au plus bas. Puis après ça, il a fait encadrer, tu sais, tellement que c'est comme important pour lui, tu sais. Mais j'avoue, t'as raison, c'est vrai qu'effectivement, mais je me rappelais comme la première fois qu'on le voyait, mais il y a un épisode effectivement complet qui est comme sur ça, là, fait que effectivement. Mais bref, fait que ce plug-là, c'est vrai que c'est trop fort, là. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, comme c'est ça, je pense que ça se passe pas exactement à Fargo, sauf que ça se passe dans une ville voisine, puis Fargo joue un rôle dans la saison 1, mais tu sais, toutes les autres saisons vont être ça aussi, dans le fond, ça se passe tout au Minnesota, dans des places où il fait fret, puis qu'il y a de la neige, puis que ça soque, tu sais, puis c'est une bonne série à écouter l'hiver, tu sais, en ce moment, on a plein de tempêtes de neige, puis on dirait que, tu sais, je relate à beaucoup de situations de te dire comme tabarnak que j'ai ça, tu sais, le style de neige, puis tout, genre. Fait que la saison 1, effectivement, est très, très, très dans la neige. La 2, ils se promènent un peu plus. Ils vont genre au Minnesota du Sud, je pense, où est-ce qu'il y a un peu moins de neige puis des affaires de même. Mais, tu sais, puis j'aime bien ça, le concept que là, d'une saison à l'autre, c'est complètement une autre histoire. Tu sais, ça, c'est fucking gagnant de dire genre... Tu sais, comme, OK, je restart cette saison-là, puis là, genre, tu vas avoir le même style au niveau d'écriture, puis le même style d'histoire, puis tu vas avoir juste complètement une autre histoire qui va se clore en à peu près une dizaine d'épisodes, tu sais. Là, moi aussi, j'adorais ça. Puis là, tu sais, comme la saison 1, c'est ça, tu sais, elle ressemble beaucoup, elle a beaucoup le style des Coen du film Fargo. La saison 2, on dirait que, puis c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que sur Internet, les gens semblaient dire que la saison 2, c'était la meilleure de toutes, puis que c'était genre de fucking shit. Puis là, je l'ai commencé, puis j'étais comme, ouais, on dirait que j'embarque moins, puis genre, je vais spoiler juste comme le premier épisode de la 2, là, il y a même comme une soucoupe volante qui arrive à la fin de l'épisode 1, là. Fait que tu sais, c'est comme, tu fais comme, oh, OK, on s'en va dans de quoi de bizarre quand même. Puis... Mais le monde, il disait ça. Moi, me semble que je me rappelle que le monde, il parlait que la 1 est vraiment bonne. Tu sais, on en parlait l'autre fois ensemble. Mais le monde disait que c'est la 2 la meilleure. Ben, c'est ça. Il y a pour beaucoup de monde, il disait que la... Puis tu sais, comme, c'est sûr que tu vas entendre... quand t'es une fan d'une série télé, il y a beaucoup de monde, des fois, qui vont dire c'est la meilleure affaire, c'est la meilleure saison de toutes les séries au monde, tu sais. Quand ils se mettent à capoter sur une série en tant que telle, tu sais. Fait que, genre, c'est sûr que c'est biaisé leur opinion. Mais eux autres, leur top, c'était vraiment comme genre saison 2 en premier, saison 1 après, saison 3 après, tu sais, quelque chose du genre. Fait que, tu sais, mettons, je lisais des théories sur Reddit puis des affaires de même. Fait que le monde était souvent genre, il disait que c'était tellement bien écrit puis bien ficelé. Puis je te dirais que le problème, je pense, de la saison 2, surtout au début en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, là. Beaucoup de personnages. Fait que là, dès les trois premiers épisodes, t'es comme, OK, avec là, on va là. Puis effectivement, un moment donné, t'embarques en tabarnak, puis à la fin, tout s'emboîte fucking cool. Genre, tu sais, c'est hot, là. Tu sais, c'est hot, puis genre, à la fin, j'étais au bout de mon siège. Mais je pense quand même que je préfère la 1, mais la 2 est cool. Puis je pense que ce qui faisait au début que j'embarquais moins, c'est que la 2 est plus sérieuse. Même si j'ai parlé d'extraterrestres au début, là, la 2 a peut-être comme... Puis là, je lisais que, mettons, était plus basé sur d'autres films des Coen qui sont plus sérieux, comme un peu comme No Country for Old Men. Puis ben c'est ça, le concept de cette série-là, c'est quand même comme... C'est produit par les Coen, mais c'est un dude tout seul, ben pas tout seul avec une équipe, là, mais c'est un dude qui a parti ça, puis qui s'est dit, genre, moi, je trippe bien sur leur univers, fait que je vais faire quelque chose qui est inspiré un peu de leur style, tu sais. Fait que c'est vraiment tout le temps comme...
c'est comme inspiré de leur façon de tourner puis d'écrire des histoires, mais c'est pas eux, c'est pas eux. Fait que c'est de voir comment ils sont capables de rendre ça. Fait que il y a souvent des hommages. Moi, je suis pas. Peut-être que Tony serait plus capable de les identifier. Je suis pas autant connaisseur des films des Coen que Tony. Il faudrait que je regarde des vidéos sur YouTube, mettons, qui analyseraient chaque saison pour dire ça, c'est une référence à ça, c'est une référence à ça, tu sais. Des trucs de même. En tout cas, j'ai crissement bien aimé la 2. Elle est plus sérieuse, ça finit comme, tu sais, c'est violent en crisse aussi, là, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Puis, je viens de finir cette semaine la saison 3. La saison 3 était un peu plus comme la 1, je pense. Puis même un peu plus, même loufoque que la 1, mais aussi fucking creepy. Le méchant dans la saison 3, il est calissement creepy. Là. Il est pas aussi menaçant que Billy Bob Thornton, mais il est genre, tu l'haïs, là, tu sais, genre, il est boulémique, il vomit, il a toutes les dents pourries, puis il se joue tout le temps dans les dents avec un genre de pas cutis, mais un genre de cure-dent en métal, tu sais. Fait que je viens de juste finir la 3, c'était effectivement crissement bon. Puis il y a une saison 4 qui est pas encore sur Netflix, qui a joué au complet tout cet automne, puis c'est avec Chris Rock, je crois. Puis c'est une affaire de gangsters, genre, puis des gangsters black, genre, fait que j'ai hâte de voir ça, je vais me claquer ça. Fait que, mais là, moi, je pensais que Tony, t'es avais plus écouté, tu t'étais rendu plus loin que moi, je pense. Non, ben les Fargo, moi j'ai juste vu saison 1 puis 2, puis j'ai jamais écouté la 3. Fait que là, je suis content que tu me dises ça, parce que je vais clairement m'acclaquer. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que j'avais écouté la 1, après ça, vraiment pas longtemps après, je m'étais claqué la 2, puis après ça, je start la 3, puis tu sais, comme tu l'as expliqué, tu sais, ça repart, là, c'est une nouvelle histoire. Fois, ouais. C'est ça, fait que là, j'étais là comme, wow, je vais peut-être prendre un break, puis là, finalement, ben mon break, il a duré 3 ans. Mais t'avais-tu starté la 3, tu dis? Je m'en allais pour la starter, puis je pense que j'ai écouté les premières minutes, puis là, quand j'ai réalisé que je m'embarquais dans un autre truc, j'ai fait comment je vais prendre un petit break, puis finalement, ben, le petit break est devenu plusieurs années. Il y a de quoi de cool dans saison 3, c'est mettant en vedette Ewan McGregor, notre Obi-Wan Kenobi à tous. Puis, ben oui. Puis il joue là-dedans des frères jumeaux. Il joue 2 rôles, genre. Il joue comme un riche du Minnesota, puis son frère, il est comme un peu plus comme il est comme un peu redneck, là. Fait que il y a une belle dualité dans son jeu de personnage, puis non, c'est vraiment cool. Fait que, ouais, c'est comme. Puis là, à ce temps que j'ai fini la 3, ben c'est ça, je pense que je vais me claquer. Je vais me claquer des films des frères Coen. Il y en a que j'ai jamais vus, tu sais. On parlait la semaine passée, je parlais de films que tu me recommandais, que j'écoutais jamais, mais tu m'avais prêté The Man Who Wasn't There, que j'ai jamais écouté, puis que j'ai fini par te redonner parce que ça arrivait pas, tu sais. Tu l'avais tout ça. Tu l'écoutais pas, fait que finalement, je l'avais repris. T'imagines-tu? Moi, un moment donné, j'avais déjà acheté la cassette de Raising Arizona. Puis là, j'étais comme, juste par l'esthétique, mettons, de la VHS, j'étais comme, j'ai jamais vu ce film-là, mais ça me semble que ça a l'air cool. On voit c'est Nicolas Cage qui exact. un bébé. Là. C'est ça. Puis c'est comme un peu montage, là, comme des photos découpées, là, si je me rappelle la pochette. Bref, fait que j'avais acheté ça, puis là, je l'avais fait jouer. Puis là, j'étais là, dommage, c'est un peu miss. Puis la façon que je l'écoutais, c'était un peu, je te dirais... j'étais pas assis dans le sofa direct à l'écouter, là, je l'avais mis puis je faisais d'autres choses un peu en même temps aussi. Puis j'étais comme on dirait que Chris c'est pas si énervant que ça. Puis là, justement, quand j'ai eu fini le film puis je l'ai serré, j'étais là, c'est les frères Coen ça, ben tabarnak. Fait que là, il faudrait que j'y redonne un autre écoute, mais on dirait qu'après, tu sais, la première fois que j'ai vu, mettons, No Country for Old Men, comme tu dis... T'étais conquis tout de suite. Là, il y avait aucun doute là-dessus sur le fait que je venais de voir un film complètement capoté. Là, là. Sauf que là... Mais le ton n'est pas le même. Là, mais non, pas tout, c'est ça. Non, pas tout. Mais moi, mon souvenir, c'était dans ceux que j'avais le moins aimé. Là, je te dirais que je vais dans ce sens-là un peu. Mais, tu sais, moi, je pense Raising Arizona, c'est un film que j'avais vu. Puis j'avais peut-être comme 11 ans. Là. Fait que, tu sais, je pense pas que... Je pense, tu sais, c'était comme c'est comédie, mais je pense pas que j'étais vraiment en l'âge de comprendre ça. Pour vrai, c'est pas comédie, genre
Ben Stiller, là. Tu sais, mettons, c'est comme de l'humour un peu. Mais c'est un peu comme Big Lebowski, mettons, là. C'est pas aussi culte que Big Lebowski, mais c'est comme plus. C'est smooth, là. C'est genre subtil, là. Fait que c'est pour ça. Exact, c'est ça. C'est de l'humour un peu pas pince sans rire, mais comme tu dis, c'est plus subtil que des jokes, là. Tu sais, mettons, c'est comme. C'est ça. La situation est drôle, ou, tu sais, mais tu vois, j'aurais même pas qualifié ça de comédie, ultimement, là. J'aurais dit, I guess, un genre de drame, là, quoi. Ouais, je sais pas, je pense que, il me semble que c'est une comédie. Mais écoute, c'est une comédie, mais c'est clairement pas leur meilleur, là. Clairement pas, là. Bon, on va se fier à Tony, je pense. Ben, je sais pas. Moi, dans ma tête, dans les frères Coen, je veux dire, No Country for Old Men, No Brother, Big Lebowski, Inside Llewyn Davis sont bien plus marquants que Arizona Rising. C'est drôle, je me rappelle aussi, il y a une couple d'années, avoir téléchargé un screener de True Grit, puis de pas m'être rendu plus loin que 20 minutes. First, je l'écoutais avec notre ami... Ben c'est ça, je l'écoutais avec notre ami Dodd, qui d'habitude écoute ses films en français, faut le dire, parce que lui, il prétend que quand il écoute un film, il veut pas se casser la tête à comprendre ce qu'il dit. Fait que nous, moi puis Dave, on le dit tout le temps, on est bilingue, on n'a pas de problème avec ça, mais je te dirais que ce film-là, c'est des cowboys, puis c'est crissement sudiste. Fait que non, je comprenais fuck all. Fait qu'après 20 minutes, on l'a arrêté parce que pas de sous-titres, là, c'était un esti de défi, là. Ça serait comme écouter Lock, Stock and Two Smoking Barrels, pas de sous-titres, là. Ah, ça gosse, ça. Ben, tu vois, le film que tu parles, True Grit, je l'ai genre starté l'autre fois, puis j'ai fini par m'endormir dessus. Je pense pas que c'est parce que c'était spécialement pas bon, là, ou c'est juste parce que je l'ai écouté tard. Ouais, c'est ça. Mais le pain, c'est ça, c'est que les frères Coen, c'est pas des hit or miss nécessairement. C'est comme la plupart du temps, lorsque, mettons, la critique va dire que c'est un bon film, c'est que c'est un bon film, mais ça change, tu sais, le ton change tellement souvent, puis c'est aussi que des fois, justement, ça va être tellement subtil, puis pas rapide, mettons, comme film, que ça, tu sais, si, mettons, t'as un peu trop fumé de pot ou que t'es pas live puis que tu checkes ton sel, oublie ça, là. Oublie ça, tu vas manquer comme, tu sais, tout l'effort qu'ils ont mis dans rendre les scènes mémorables, tu vas les manquer, tu sais. Ouais, mais tu sais, oui pis non, là, tu peux fumer le nombre de potes que tu veux avant d'écouter Big Lebowski ou oui, c'est ça, ou No Country for Old Men. C'est ça que je te dis, ça dépend des films, là. Ah ouais, OK. Dans True Grit, il est dur à suivre, là. C'est vrai que j'avais pas tant trippé. Fait qu'en tout cas, mais c'est ça, mais ça me donne le goût de me faire peut-être une... Tu sais, peut-être pas genre back-à-back, là, mais me faire peut-être une petite rétrospective, parce que c'est ça, quand c'est des hits, c'est bien réussi, pareil, là. Fait que, écoute The Man Who Wasn't There, là, je vais te le reprêter. C'est correct, je vais aller sur Pirate Bay. Yeah boy, prends des risques. comme je vais faire pour la saison 4 de Fargo. Au Pelay, mon gars. Mais c'est sur Netflix, de Netflix, ça? The Man Who Wasn't There, tu penses? Non, mais la saison 4 de Fargo. Non, c'est ça, je te dis, la 4 n'est pas encore sur Netflix. Elle a joué cet automne, là. Elle a joué cet automne à TV. Fait que d'habitude, ça prend au moins 1 an là, avant que ce soit sur les sites de streaming. OK. Puis elle n'est pas sur Netflix, mais elle est sortie. Ouais, c'est ça. Elle a tout joué, genre. Elle a joué à TV en novembre, je pense. Le coup, il va falloir que je m'y remette. Ce qui est le fun aussi dans Fargo, c'est ça, c'est que chaque, mettons, saison se passe dans une période différente. Fait que là, je pense que la prochaine, c'est années 50. Ce qui me laisse un peu de glace d'habitude, là, les affaires des années 50, des gangsters des années 50, c'est pas tout le temps ma tasse de thé, là. J'aime mieux quand c'est les années 70 ou même les années 90, là, tu sais, c'est... Mais je vais quand même m'essayer. Ça a l'air qu'elle était bien bonne. Les critiques disent qu'elle est bien bonne, fait que... Dans tous les cas, ça vaut la peine d'essayer. C'est clair. Fait que c'était ça. Fait que maintenant, je te laisse la place, Tony. Ben ouais. Là, avant que tu commences, Tony, j'aimerais ça que tu nous parles si tu as pris le temps d'écouter le clip de Holy Diver, finalement. Ben oui, of course. Je l'ai écouté tout de suite après notre podcast. Puis tes impressions, c'était-tu à hauteur de tes attentes?
C'était à la hauteur de mes attentes, même peut-être un peu au-dessus, même. C'était beau. Mais j'avais oublié, ça faisait tellement longtemps que j'avais écouté un clip de ces années-là que tout me revenait, là, toute la beauté des green screen un peu mauvais avec les flammes, puis les shots avec les yeux de chat. Oui, c'est ça. Le tout change en rat à un moment donné. C'est ça, ça n'a pas de bon sens, mon gars. Là. Ah, c'est beau. Puis Dio était ça. Ça me fait penser que Dave, ton deuxième sujet est comparable à ton premier sujet. C'est très diabolique. T'es dans une thématique sataniste. Sataniste. À l'année longue. C'est ça. Puis juste pour ceux qui sont, écoute, le trivial fact, dans la première review, celle de Dio, j'ai dit que le forgeron, il forgeait une épée pour notre ami Ronnie. Puis quand que Ronnie est arrivé dans la genre de pièce du forgeron, il a lancé une épée. Bon, mais dans le premier épisode, j'ai dit que ça, si c'était à Diablo 2, ça serait une longsword. Longsword. Et voilà, la convergence. Tout est dans tout. Fait que, excusez, vas-y, Tony, pour ton sujet de la semaine. Oui, mon sujet de la semaine, moi je vais, avant de starter, je vais dire que j'ai fini la saison 3 de Dark. Aux dernières nouvelles, j'avais écouté la saison 1 puis la moitié de la 2, fait que j'ai fini ça. Puis c'est très bon. Donc, si ceux qui n'étaient pas sûrs de commencer, commencez, tabarnak. C'est bon, Chris. Mais je dirais pas de spoilers. C'est quand même une série vraiment compliquée. De toute façon, je ne voudrais pas rentrer dedans et bien des détails, mais il amène un nouvel élément dans la saison 3 qui était très chargé, mais en même temps, c'était peut-être ça qu'on avait besoin pour ramener un nouvel intérêt pour une saison 3. Puis ça finit, c'est parfait, là, justement. Je pense pas que ça aurait été une bonne idée de continuer. Une chance que parce que ça a l'air que les producteurs auraient voulu continuer, mais les créateurs ont dit non, on n'a plus de stock, il faut que ça finisse là, puis je pense qu'ils ont bien fait. Mais c'était un bon trio de saison. Fait que c'était ça à la coche. J'ai fini ça. Puis sinon, ce que j'ai écouté, c'était très champ gauche. J'ai décidé cette semaine d'écouter mon cœur. Puis de vous dire que je vous aime. non, c'est pas vrai. J'ai écouté Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda. C'est un film de 1962. C'est ça. Je sais que je m'en vais. J'ai écouté un film en noir et blanc, dans le temps qu'il n'y avait pas de couleur. Mais c'était bon, hein, Chris? Non, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment, vraiment bon. Il y a un petit caméo de Godard à un moment donné. Puis c'est Godard. assez... Jean-Luc Godard, ni plus ni moins. Mais, Godard, il faisait des films sans scénario. Sans scénario, pas besoin de ça pour lui. C'est un extrait de la traduction du film des Doors de Oliver Stone. Oui, le film que les Doors n'aimaient pas, mais que moi j'aimais en Chris. Moi je l'aime bien aussi, ça a noué mon amour pour les Doors initial. Ouais, c'était bon, hein, Chris. Puis les Doors n'avaient pas trippé, mais tu sais, Oliver Stone avait dit qu'il voulait faire un film et non pas une pure biographie. Puis je pense qu'il a réussi à justement faire un film. C'est ça, là. Moi aussi, je trouve que je suis pas très... En tout cas, bref, je suis pas très polarisé. J'ai lu cette semaine que, genre, Val Kilmer, il avait appris comme... Genre... possiblement 90% du catalogue des Doors, puis que comme Oliver Stone il a dit OK, mais genre t'auras pas besoin de tout ça, là. On va garder juste genre 8 tunes. Ouais, puis tu sais, je sais que Val Kilmer, pour faire ce film-là, il était super comme imprégné, puis comme abusivement, là, mettons, de ce film-là. Un peu, si je pourrais faire le parallèle, possiblement comme un peu était Mario Saint-Amand dans le rôle de Jerry Boulet. Non, Mario, t'es pas Jerry. Non, Mario, tu ne peux pas chanter Georgia on My Mind. Non, Mario, essaye pas, s'il te plaît. Il était à fond dedans, le Mario. Ouais, mais les gars, s'il vous plaît. Les gars, Brain, écoute-moi, Brain. Ben de l'air dans sa voix, là, toujours. On s'est joué dans 4,5 puis watatata. Offenbach, c'est mon Ben. C'est mon Ben. C'est ça que j'ai écouté un film en noir et blanc, le champ gauche en tabarnak. Mais c'était bon, j'ai vraiment aimé ça. En fait, c'est pour faire une histoire courte. Là, l'histoire, c'est une jeune et belle actrice, chanteuse, non, en fait, c'est une chanteuse,
qui se promène dans Paris en 1961. Puis, dans le fond, pourquoi le titre s'appelle Cléo de 5 à 7, c'est parce qu'on la suit carrément de 5 à 7. Là. Bon, le film dure 1h30, fait que tu vois qu'ils ont raccourci un peu, mais tu vois tout le temps dans le bas, de temps en temps, il dit le timeline là, de comment que sa journée va. Puis, Agnès Varda a des super bons plans. Il y a plein de jeux de miroir tout le long. C'est vrai, dont un plan où on voit le caméraman. Je tiens à dire que j'ai remarqué. Moi, bien écouté film. Moi, bien écouté film. Mais c'était bon. Les plans étaient super. Puis de voir comme le Paris de 1960. Il y a beaucoup de scènes où elle se promène en auto. Puis curieusement, malgré l'absence de Steadicam dans ces années-là, le caméraman a fait une job de feu de tenir bien la caméra parce que clairement, il est dans le char, puis il filme, puis ça bouge quasiment pas. Je sais pas comment ils ont fait, là, mais c'est... puis de voir le Paris des années 60 était vraiment super. Fait que, ouais, j'étais acheté champ gauche, moi, cette semaine. Les caméras de cinéma, à l'époque, de cette époque-là, il était-tu si grosse? Il était-tu plus grosse? Ben ouais, c'était quand même gros en crise parce qu'il fallait que tu tiennes les grosses bobines de pellicule. Ah ouais, c'est ça. Hein? En pellicule. Non seulement c'était gros, mais c'était lourd en crise, mais il y avait moins d'équipement aussi. Aujourd'hui, ils filment ça avec des petites caméras, une petite Red Epic. C'est crissement pas gros, pas trop lourd, puis t'as des Steadicam que tu peux... Dans le fond, ça shake pas, fait que ils sont bien équipés, mais dans ce temps-là... C'était bien plus compliqué, fait que ouais, Agnès a fait une job de feu pour de vrai dans ce film-là. Aujourd'hui, les Français ont fait des films sur nos Apple. sur nos téléphones, avec le Wi-Fi. Sur nos iPhones, 10 en montant. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écouter ce film-là cette semaine particulièrement? Ben, on avait un abonnement à Canopy avec ma blonde, puis là, Laurence a dit on pourrait écouter ça, fait que j'ai dit, hey, go, ça faisait longtemps que j'avais écouté un film. C'est le fun de temps en temps. Je ne suis pas particulièrement un fan des vieux films en noir et blanc, mais de temps en temps, je trouve ça cool. Normalement, quand j'en écoute, c'est plus des films noirs, mettons. Fait qu'il y a un peu d'enquête, je trouve ça cool de voir un peu tout un peu de gangsterisme un peu là-dedans, ou les gros trench coats, je trouve ça cool, les jeux d'ombrage. Mais là, ça faisait vraiment différent, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais je pense que ce qui joue beaucoup sur le fait, c'est plans de caméra avec les jeux, comme je disais, de miroir un peu partout, aident énormément. Les dialogues des vieux films français, il y a une couple de quotes quand même vraiment nice. Puis, c'est ça, les images du vieux Paris avec les vieux chars. C'est ça qui est tout le temps nice. Quand tu te claques un vieux film, à un moment donné, à la limite, même si le film était poche, juste de voir toutes les vieilles références culturelles, les vieilles bagnoles, les vieux devantures de magasins, les vieux vêtements. Là, c'était comme dans les années 60, c'était la période chapeau, il y avait plein de monde avec des chapeaux weird, le temps en France. C'est tout le temps cool de revoir ce genre d'image-là, je trouve. Mais c'est sûr que, bon, on va se le dire, là, on se claquera pas un film de 1960 à chaque jour. Là. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai un peu de la misère avec ça, mais je sais que, tu sais, c'est moi le problème. Je suis pas là, genre, tabarnak, c'est pas bon, là, le cinéma des années 50. Là. Je sais que moi puis Dave, on a déjà écouté quelques-uns. Là. Dave, souvent, il était l'instigateur. Là. Je me rappelle que, Dave, tu m'as fait écouter Blackboard Jungle. Mais tu sais, ça doit être comme le seul. Là. Effectivement, je me rappelle de ce fois-là. Là. Non, mais genre, on a écouté aussi. Il y a d'autres fois. Il y avait des films d'horreur, par exemple. On a écouté Creature from the Black Lagoon. C'est vrai. J'essaie de penser. mais c'est des classiques Hammer. Ouais, c'est ça, je le sais que c'est. Tu sais, c'est comme écouter Citizen Kane. Là. Je le sais que c'est des films grandioses, mais c'est. Puis je suis pas là non plus, genre. Tu sais, je veux dire, je suis pas. Tu sais, mettons, je suis pas. Je connais du monde qui sont comme, genre, qui sont même pas capables d'écouter des films genre passés avant genre les années genre 90 là, des fois là, tu sais, du monde que genre les effets spéciaux ça les barre, les effets pratiques ça les barre bien raides là, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais, moi tu sais, je veux dire des films de Hitchcock, je suis capable d'apprécier ça, des films de tu sais Deer Hunter là, dans les années 70 là, c'est quand même un esti de morceau là, puis c'est un 3h30 4h de lent et très 70 là, tu sais. Fait que non, ça je suis capable de voir vraiment comme mais on dirait que quand c'est comme en noir et blanc, quand c'est à une époque où on dirait que j'ai pas
pas nécessairement d'attachement culturel. T'sais, les années 70, j'ai un gros attachement culturel à ça. Fait qu'on dirait que je suis drawn vers ça. Mais les années 50, je veux dire, ouais, Elvis, c'est bon, là, mais genre, tu sais, j'écoute pas ça tous les jours. Là, fait que non, je sais pas, mais c'est ça. Comme je dis, il est là, Elvis. Les années 50 égale Elvis. Ah, OK. Non, mais je fais la comparaison de dire que, genre, tu sais, mettons, à cause que je trippe bien sa musique des années 70 puis la culture, ben, genre, les films des années 70, ça fait partie de ça, tu sais. Même si, mettons. Je comprends ce que tu veux dire pareil. C'est ça, puis tu sais, puis comme je dis, de toute façon, c'est moi le problème, là. Je le sais que c'est pas parce que, genre, moi, j'embarque pas que c'est pas de qualité, tu sais. Ah, c'est quoi, là? C'est la dynastie de Ja, là. Ja décide que c'est pas bon, fait que c'est pas bon pour tout le monde. C'est ça que tu veux faire? Mais c'est un peu ça, là. Pas de problème. T'aimes ça, l'art, toi, Chris? Non, en vous écoutant parler... You don't like art. Ah, c'est ça. En vous écoutant parler, je pourrais vous parler 2 secondes d'un autre film dont j'ai pas pris de note puis que j'ai écouté cette semaine quand même. Ouais, vas-y. Est-ce que vous avez déjà vu, pour de vrai, le film Ghost, Mon fantôme d'amour? Jamais au complet, je pense. Toujours par bout, genre. Genre, à TQS, genre, Je l'ai vu sur des scènes. OK. Fait que probablement que vous allez avoir la même opinion que moi quand je l'avais regardé. Dites-moi une phrase. Essaye de me résumer Ghost en une phrase, mettons. Poterie. De ce que tu sais. Une phrase, Tony. Les deux mains qui se flattent puis qui font de la poterie. Là. La poterie, exact. Là, tu penses que ça va être un genre de film full, genre, complètement axé, genre, sur une histoire d'amour, puis c'est sur la confection d'un vase. Mais moi, je veux dire, moi, je savais qu'il est mort, là. Tu sais, ça. Non, je sais, Chris. Ça, je savais la trame, tu sais, je sais. Tu sais, mettons, je pourrais te dire en une phrase. Patrick Swayze se fait assassiner par un pickpocket, puis après ça, grâce à une voyante, il revient chiller avec sa blonde, genre, je sais pas. Bon, ben, tu vois, t'es déjà comme plus avisé que moi là, quand je l'ai vu. Okay. Moi, j'avais l'impression que je l'avais déjà vu aussi. J'étais comme, j'ai déjà vu ce film-là. C'est un peu genre... de la marde, là. Tu sais pas, c'est de la marde, mais je pensais vraiment que c'était comme beaucoup plus axé sur, bon, là, ça doit être full cucu, genre, vraiment axé juste sur l'amour. Puis probablement qu'il était comme sur les plateformes de streaming à cause c'était le bout de la Saint-Valentin, puis que c'est effectivement genre un genre de film qui est associé à un film romantique, exact. Mais comme tu l'as si bien dit, il y a un genre de méchant dedans, un genre de pickpocket latino. Ça vieillit mal. Mais en même temps, genre, bref, passons. Fait, ultimement, genre, Patrick Swayze, il emménage avec sa blonde dans une genre de nouvel appart, puis lui, il est comme une genre de job d'homme d'affaires, là, il s'occupe d'actions, de fonds, en tout cas, il s'occupe de genre de fonds bancaires, en fait, ouais. Fait que, puis il y a une genre de compagnie, puis il y a un de ses chums qui travaille avec, bref. Fait que là, comme tu l'as si bien dit, à un moment donné, il est avec sa blonde, il se fait comme hijacker par un pickpocket, puis il se fait tuer direct là. Puis là, tu sais, je vais faire whatever, là, spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu, mais on s'en crisse un peu. Finalement, puis l'agent de voyante aussi que t'as dit, là, moi, je me rappelais pas qu'il y avait elle, mais c'est Whoopi Goldberg tout de suite. Fait qu'elle joue dans ce film-là. Ouais. Fait que, puis finalement, bon, bref, t'apprends que son genre de chumé, c'était lui qui avait comme commandé le pickpocket pour qu'il aille voler son portefeuille. Parce qu'il y avait un genre de code avec lequel son genre de chumé de sa job, il voulait faire une crosse d'argent puis tout qu'il avait besoin, dans le fond, que c'était Patrick Swayze qui avait dans son portefeuille. C'est des associés de job, là, tu sais. c'est ça, des exact. collègues, là, ils ont une entreprise, là, mettons. Là. C'est ça, techniquement, le pickpocket, il aurait juste arrivé, il aurait busté le portefeuille. Mais là, Patrick Swayze, c'est comme genre tiraillé un peu avec, puis là, le coup, il est parti. Puis je veux juste souligner aussi, pendant que j'y pense, là, pire criminel, ce gars-là, c'est impossible qu'il était encore en liberté. Là. C'est le pire criminel. Là. Il est tout de suite mauvais à mort. Fait que bref, tout ça pour dire que bon, le film avance, bref, il se passe ce qui se passe dans le film. Puis un moment donné, le genre de criminel, il meurt, là, dans le fond, dans ce film-là. Puis la façon, c'est sûr que j'oublierai jamais, genre, jusqu'à ce que je meure, la représentation de quand tu meurs de ce film-là en particulier. Comme quand Patrick Swayze est mort au début, il y a eu une genre de grosse lumière, un beam de lumière qui est arrivé genre du paradis.
pour que Jean-Patrick Swayze il fasse comme OK, je suis mort puis je monte là. Mais comme vu qu'il y avait encore des affaires à régler quand il est mort, il a décidé de pas y aller. Puis là, le beam de lumière, il est comme c'était fini. Là, il avait manqué le bateau, mettons. Là, il était genre juste pogné dans les limbes, personne le voit, personne l'entend, puis il est pogné sur la terre. Oh, mais quand le méchant il est mort, OK, genre, toutes les places où il y avait des ombres dans le set, dans la scène, dans le genre de place où ils sont quand le méchant il est mort, bon, mais dans tous les ombrages, il y a comme des silhouettes, là, un peu comme les Nazgûl là, dans Lord of the Rings, qui sortent. Puis là, il pogne, il la grippe, puis il l'emmène en enfer, genre pendant que l'autre, il crie full fort. C'est full mal fait, c'est trop bon. Fait que j'espère que je meurs, je me fasse pas emmener par les Nazgûl, parce que ça a pas de l'air belle fun. Non, ouais, sous l'emprise de Sauron, ça a l'air hard. Ah, c'est ça. C'est quoi la pourquoi t'as écouté ce film-là, Dave? Je suis surpris que t'écoutes Ghost. Man, c'était tellement un hasard, pour vrai. Là, genre, 5 minutes avant que ça arrive. Ouais, 5 minutes avant que ça arrive, j'aurais jamais pu prédire que j'aurais cliqué sur ce film-là. Bref. C'est quoi la toune là, dans le film? Là? C'est-tu When a Man Loves a Woman? C'est ça qu'il joue? Non, c'est Woman. C'est ça. Dans la je me souviens plus trop du nom de la toune. Non, c'est ça. C'est la toune de Mon fantôme d'amour là, pour ceux que ça intéresse. C'est ça. Puis moi, ça me fait penser, tu sais, comme le film que j'ai écouté, je me suis abonné sur Amazon Prime là, dimanche, là, puis j'étais pas abonné encore, puis en tout cas, là, j'ai utilisé Amazon Vidéo pour la première fois, puis j'étais bien content, c'était quand même cool. Puis je vous parlerai du film que j'ai écouté une autre fois, mais je voulais juste dire, probablement que vous le savez déjà si vous êtes abonné, là, mais genre, il y a comme toutes sortes de choses qui se passent là, quand t'écoutes ce film-là. Si tu sors ta souris, là, genre, mettons, t'as une scène où genre t'es comme, c'est qui cet acteur-là? Puis là, tu voudrais bouger ta souris, mais ça te le dit tout de suite, genre en haut, ça descend. Là, ça te dit, ben, dans cette scène-là, tu vois Robert De Niro, puis tu vois telle personne, nice, genre. Puis genre, là, t'as un autre espace que c'est écrit trivia, fait que tu peux lire, genre, dans cette scène-là, ils ont improvisé tel dialogue. T'es comme, ah, ok, j'ai un peu gossé là-dessus. Puis là, mané, j'étais comme, c'est déconcentrant, fait que j'ai arrêté. Mais on dirait que genre justement pour identifier des acteurs c'est nice ça parce que à place de googler sortir ton sel puis de perdre ton fil d'attention tu peux genre juste 2 secondes checker genre oh ok c'est beau fait que me semblait aussi que je connaissais ce face là tu sais. Ouais, c'était un bon feature. Moi aussi, j'avais été bien content quand j'avais vu ça. J'étais là comme, what the fuck, quelle bonne idée. Voyons donc que personne ne l'avait fait avant. Fait que là, t'as vu la sélection qu'il y a sur Prime Video. Ouais. Avoue, il y a des affaires qui sont nice puis qui sont pas sur Netflix, puis vice-versa. Là, mais avoue que, tu sais, il y en a un qui fait un peu plus pitié que l'autre. Ben, c'est vrai. Puis en fait, je pense que ce qui gosse avec Amazon Prime, c'est qu'il y a aussi, mettons là, tu vois genre, OK, il y a Die Hard, mais non, il n'y a pas Die Hard. Die Hard, c'est sûr. Faut que tu le loues en plus, tabarnak. C'est ça, Die Hard, il est sur comme Stars, qui est un autre affaire. T'es comme, pourquoi c'est là? Je m'en calisse. C'est ça. Mais moi, les pas. C'est ça, mais les pas, genre, fait que genre, au début, je m'étais fait comme une playlist, puis là, genre, je regardais, puis j'étais comme, OK, mais là, finalement, celui-là, je peux pas l'écouter, là, celui-là, je peux pas. Fait que j'étais comme, OK, fuck off, là. Mais ouais, tu sais, c'est comme, tu sais, comme, il y a comme une couple d'affaires que, mettons, je voulais écouter depuis longtemps, que je voyais pas sur Netflix, puis j'étais comme, c'est là, fait que ça, j'étais content, fait que, tu sais. Ouais, puis ils vont souvent avoir plus de films que Netflix, de mon expérience, genre des vieux films années 80, 70. C'est ça, puis tu sais, comme je suis parti dans un genre de trip, là, dans les derniers mois, de justement me dire, comme, je vais regarder, parce que, tu sais, pendant des années, là, moi, j'avais un problème, justement, pourquoi j'écoutais pas les films à Tony. C'est que souvent, genre, on dirait qu'à part, mettons, des nouveaux films qui sortaient, j'écoutais jamais de vieux films que j'avais jamais vus, tu sais, j'avais pas ce réflexe-là. J'avais plus le réflexe de me dire, je vais réécouter Jurassic Park, je vais réécouter, tu sais, des films que j'ai vus 100... Ah, là, tu me parles. Tu sais, des films, ouais, c'est ça, des films que je vais écouter comme 100 fucking fois. Fait que là, juste dans la dernière année, je m'étais donné comme objectif personnel de dire comme, non, force-toi, puis fais l'effort, puis c'était pas nécessairement de dire comme, écoute, des nouveautés, là, c'était vraiment, tu sais, parce qu'il y a tellement de films qui sont dans des années, mettons, justement, des années cultes, que j'ai jamais vu, tu sais, fait que j'étais en train de faire une espèce de clean-up. Justement, tu sais, comme ma chronique la semaine passée, là, c'était le chacal, là, fait que ça, ça fait partie de ce genre de clean-up-là, puis c'est pas tout des succès, fait que c'est pas pour rien, des fois que t'en entends pas parler tant que ça, tu sais. Non, puis parlant de pas succès sur Prime, s'il y a des fans de
vieux film d'horreur poche, série B, ben vieux, années 90. Il y en a un shitload là, sur Amazon Prime. C'est ça. En plein de Planet of the Sharks. un crossover entre Jaws puis Planet of the Apes, ben ils ont ça. Puis je pense qu'ils sont comme mettons, vers l'Halloween, il y avait il faisait des pubs comme à propos d'un genre de film que ça avait rapport avec un grizzly. Ça s'appelait-tu juste Grizzly? Ouais, j'ai vu l'affiche. J'ai vu l'affiche, ouais. Ça semblait comme être un genre de film horreur 70s culte, mais de la façon que j'ai compris ça avait comme jamais été comme vraiment réédité, peut-être même pas en DVD. Fait que peut-être que c'était la première fois que c'était comme digitalisé. Ça se peut que je me trompe. Fait que, mais ça semble être un peu ça, plus que Netflix, leur créneau un peu. Parce que en frais de ça a l'air plus alléchant d'être sur la page d'accueil de Netflix que d'être sur la page d'accueil de Prime. Là, oui, clairement. Mais Prime vont avoir de quoi crissement cool dans pas long. C'est une télésérie sur Lord of the Rings. Attention. Oh! J'avoue. Hein? Pour ça, moi, je suis hype en crise pour ça. Wow. Mais j'avoue que moi j'ai hâte de voir aussi, là, dépendamment comment ils traitent ça. Les films des Lord of the Rings. Ça va être avant, là, par exemple. Là, juste ceux qui nous écoutent, ça va être sur le Silmarillion. Le Silmarillion, okay. C'est ça. Ben, plus entre les deux quasiment, là, mais en tout cas, ça va être plusieurs années avant les événements de Lord of the Rings qu'on connaît de Peter Jackson. Non, mais c'est ça. Moi, je suis quand même intéressé de voir ça. Ça va être traité sans doute différemment des films. Puis, les films, ils étaient bien nice. Puis, il y avait plein d'affaires très cool à propos du film. Mais j'ai hâte de voir à propos des films. Mais j'ai hâte de voir de la façon que ça va être traité en télésérie. Des fois, ça donne plus. Ouais. Puis là, je sais que j'ai dit ça à propos de 3 films qui durent 3h30 chaque. Là, mais des fois, ça donne plus le temps d'installer les affaires puis de compléter des histoires puis Ouais, je pense que pour le Hobbit, ils ont eu le temps d'installer genre le plus, tu sais, c'est le plus court des livres de la série, puis ils ont fait 3 fucking films de 3 heures avec là. T'es là, pardon. Non, c'est ça. Puis déjà le Hobbit, ça avait comme comme tu dis, mettons la trilogie des livres de Tolkien du Seigneur des Anneaux, c'est plus adulte en guillemets que le livre des Hobbits là, de Bilbo. Fait que je sais pas, j'aimerais ça. Puis même les films de Peter Jackson, c'est pas comme orienté vers comme les jeunes nécessairement, mais c'est pas non plus nécessairement orienté juste vers un public adulte. Fait que j'aimerais peut-être ça voir qu'est-ce que ça pourrait donner si j'aimerais ça voir quelle tangente ils vont choisir de prendre là, dans le fond. Fait qu'on verra. Moi aussi, je suis quand même c'est vraiment hype de découvrir ça va être quoi. T'aimerais ça voir la tangente? T'as-tu hâte de savoir d'où viennent les petites oreilles pointues de Legolas? Oui! Sa petite couette. From the Undying Land. La fameuse et séduisante coupe Legolas. Voilà. Legowash. Oh. Bon, je pense qu'on va rapper ça, hein, les gars. Ça fait le tour pour cette semaine, mais c'est le fun, tu sais. Je vous dis, justement, tu sais, comme on n'est pas obligé de se limiter à nécessairement parler d'une seule chose chacun, là. Mais genre, tu sais, c'est le fun de dire que justement, tu sais, ça te fait penser à une affaire, puis tu te relances sur l'autre. Fait que comme Ghost, ouais, c'est ça. Fait que je viens d'exactement résumer ce qu'on vient de parler. Exact. Fait que, écoutez, salut tout le monde. Fait que, on se reverra à notre podcast hebdomadaire dans 2 semaines. Oh yeah. Ciao. Ciao les boys. Personne fait des minouches avec Max Power. T'attaches ta ceinture, tu t'accroches à ce que tu peux.